Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 24 ans et je suis sourde. Quand j'étais petite, j'aimais me cacher dans le placard de ma maman. Je regardais toutes ces belles robes et je marchais avec ces chaussures beaucoup trop grandes pour moi. J'adorais me déguiser et je rêvais comme rêvent les petites filles. Pourtant, coincée au fond de ma bulle de silence, je ne savais pas ce qu'était une princesse. Je souhaitais seulement que les gens me sourient aussi, quand moi je leur souriais. Il paraît que ma vie est un conte de fées. Alors comme tous les contes de fées, ça commence par « Il était une fois ». Violaine attendait avec impatience cette petite sœur. Moi, j'étais très très heureuse d'avoir une deuxième petite fille parce que je suis très fille. On n'a pas su tout de suite que Sophie était sourde. Elle était très calme, elle était belle. Enfin, tout était bien. Moi-même, je ne me suis pas rendu compte qu'il pouvait y avoir une différence par rapport à sa sœur petite. Parce que c'est vrai qu'elle était très sage, Sophie, belle et sage. Mais Violaine était pareille. C'est fait, Sophie. On était sortis un dimanche et on avait laissé ma fille à ma mère. Et le soir, quand on est rentré, ma mère nous a dit, vous savez, j'ai constaté quelque chose, la petite, il y a un souci. Elle dit, je la promenais dans la rue, dans la poussette. Elle me dit, il y a un chien qui arrive derrière, qui a aboyé, elle n'a pas réagi. Quelque temps après, elle me l'a amenée encore. Et elle était assise sur une couverture par terre. Puis j'avais un téléphone très, très strident. Et elle lui tournait le dos. Elle tournait le dos à ce téléphone. Il a sonné. La petite n'a pas fait de rien. Oh, j'ai dit, il y a quelque chose. Parce que moi-même, je tressautais quand il sonnait. J'ai dit, il y a quelque chose. Il a regardé Sophie, puis il a dit qu'elle avait strictement rien du tout. Le spécialiste, plutôt ORL à Limoges, qui m'a dit qu'il n'y avait vraiment aucun problème, que c'est moi qui avais des problèmes psychologiques. Que voilà, c'est tout. Et donc on est reparti très très content. Alors je viens accompagner de Sophie, qui est notre marraine à la clinique, pour vous proposer le petit test de l'audition qu'on peut faire à Morgane, pour voir si elle entend bien. Regarde. Je fais mon petit test. Bouge pas. D'accord ? Alors ce petit test, je mets juste cette petite sonde dans son oreille. Elle entend rien, elle sent rien, ça fait pas mal. Et c'est l'appareil qui va me dire si elle entend bien ou pas. Bien évidemment, l'annonce de la surdité est toujours douloureuse à entendre pour des parents. Mais je trouve que faire ce dépistage trop précocement, eh bien quelque part ce n'est pas bien. Parce qu'il y a vraiment besoin de temps pour créer ce lien entre le nouveau-né et les parents. Voilà, imaginons que mes parents aient appris que j'étais sourde à 2 ou 3 jours, ils auraient pu me rejeter, ils auraient pu... Enfin voilà. Donc moi, ce que je conseille, c'est un dépistage précoce, oui. Et c'est d'ailleurs ce qu'on préconise avec la Fédération nationale des sourds, mais pas avant l'âge de 3 mois. Parce qu'avant 3 mois, il faut laisser vraiment la maman et l'enfant faire connaissance, prendre les repères, créer un premier lien et puis développer l'affectivité qui aideront l'enfant à grandir. Elle court tout le temps. T'as vu comme elle râle? Comme un petit cochon.
tout le monde a repris la petite vie courante. Bon, ma foi, très très content, mais ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'à peine 2 mois après, j'ai encore une amie qui m'a alertée. Et qui m'a dit, écoute, ce n'est pas possible, Hélène, ta fille a vraiment un problème. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter. Et puis Sophie dormait juste derrière le magasin, donc dans la pièce. Puis j'ai pris des casseroles parce que j'ai dit, c'est pas possible, parce que j'ai commencé à parler fort et elle a eu aucune réaction. Et bon, je me suis dit, bon, peut-être que la voix... Et puis j'ai pris 2 casseroles et puis j'ai vraiment tapé à côté de ses oreilles et puis il n'y a eu vraiment aucune réaction. Donc là, j'ai commencé vraiment à m'affoler. On revient à Limoges, alors là, par contre, ils ont fait des examens sous anesthésie. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y a vraiment un problème. La première vue, il a dit, c'est vrai, on ne croirait pas qu'elle est sourde. Elle n'a pas le comportement d'un enfant sourd. Et après, ils ont fait les mêmes examens. Ils ont dit, il n'y a pas de photo, elle est sourde profonde. Alors la fameuse nouvelle, quand on apprend que notre enfant est sourd, ça c'est déjà une catastrophe. On tombe très bas, parce que plus rien n'existe. On a envie de plus rien faire, même si on a un autre enfant. On ne pense plus à ça, on pense qu'à l'handicap que cet enfant a. Et donc moi, Sophie, bien sûr, c'était la surdité. Donc c'est des nuits à ne pas dormir, à ne pas penser à son mari, à se boucher les oreilles. Parce que moi, combien de fois je me suis bouché les oreilles, je me suis dit, voilà, mais quel va être son univers? Quelle va être sa vie? Ma Sophie. Je n'entends pas le cri des enfants. Je n'entends pas le chant des oiseaux, ni le son du vent. Pourtant, je ne regrette pas d'être sourde. Comment peut-on regretter quelque chose qu'on n'a jamais connu? Le pire, ça a été quand on a appareillé Sophie, en fin de compte. Parce que tant qu'elle n'avait pas d'appareil, je la considérais un petit peu encore normale, entre guillemets. Et le jour où on l'a appareillée, peut-être que 2 jours après, on a voulu les amener à une aire de jeu. Puis il y avait bien sûr Sophie et puis Violaine, et elles se balançaient toutes les deux. Et Sophie, elle avait 2 couettes parce qu'elle n'avait pas beaucoup de cheveux, mais j'adorais lui faire des couettes. Et donc elle avait ses appareils, qui bien entendu, c'était pas des petits appareils, c'était quand même des appareils assez conséquents. Et quand je l'ai vue jouer, alors là, j'ai éclaté parce que je me suis dit, même encore, là, j'en discute, ça me travaille parce que je crois que ça a été le moment le plus difficile de ma vie. J'ai vu Sophie vraiment sous l'angle du handicap. Et puis, je me suis remise en question, je me suis posé les bonnes questions et je me suis dit, là, cette fois-ci, Hélène, tu vas te redresser. Et si tu veux que ta fille s'en sorte, il n'y a qu'une solution, eh bien, le handicap, tu vas le prendre vraiment à pleine main. On n'a pas réagi pareil. Enfin si, on était vraiment choqués tous les deux, mais elle voulait absolument qu'elle parle. Elle s'était dit, moi, bon, même si elle a un problème, on fera tout pour qu'elle parle. Et c'est là qu'à Bordeaux, la première visite qu'on est revenu après, parce qu'on y allait tous les 15 jours après à Bordeaux, on connaissait le chemin. Hein. Et Hélène disait à chaque fois, est-ce qu'elle parlera? Est-ce qu'elle parlera? Je disais, non, on ne peut pas vous le promettre. Il y a des enfants plus sourds qu'elle qui parlent, il y en a qui sont moins sourds qu'elle ne parlent pas. Tout ça dépend de son niveau d'intelligence, tout ça. Il y a beaucoup de choses dans l'environnement. Et là, ça a été très dur. Hein. Alors après, on a tout fait pour qu'elle parte, quoi. Je vais t'aider, ça faire comme ça. Allez, vas-y, essaye. Et voilà le poirier. D'où ça? C'est trop bien. Bravo, Sophie. J'essayais vraiment de lui parler normalement. Et par contre, ce que je faisais, c'est que j'articulais beaucoup pour qu'elle puisse lire sur mes lèvres. Voilà, pour qu'elle puisse comprendre. J'avais des amis que j'arrivais à comprendre en lecture labiale, mais je les faisais répéter à plusieurs reprises, parce que c'est difficile. Mais j'arrivais à me débrouiller déjà en lecture labiale.
pour comprendre ce qu'il disait. Et moi, par contre, quand je parlais, je faisais beaucoup d'efforts d'articulation. Mais il fallait aussi que les autres fassent l'effort de me comprendre. Bonjour ma petite Sophie, comment vas-tu? Bon, tes appareils, ils marchent bien? Ça a sifflé beaucoup Ça a avant. sifflé beaucoup avant. Ça dépend des oreilles. D'accord. Alors voilà, le petit que tu vas avoir, je te le donne. Tu vas voir la différence qu'il y a entre le tien et celui-là. Ah là là, C'est plus petit, hein? beaucoup plus petit. Pour moi, les appareils, c'est important pour ne suivre la conversation. Par exemple, je comprends. Oui. Parce que j'entends votre voix en même temps, je comprends. Non, je ne dis pas mes appareils, je n'aurais pas tout compris, pas tous les détails. Allez, on va regarder tes oreilles, voir si, puisque ça siffle, si tu n'as pas un bouchon. Il se passe chez Sophie qu'il y a des cellules ciliées à l'intérieur de la cochlée qui sont détruites. Sophie a tous ses aigus qui sont pratiquement partis, étant donné qu'il n'y a plus de cellules ciliées à ce niveau-là, mais on va pouvoir utiliser les cellules ciliées qui sont aux environs de l'oreille, des médiums et des graves. C'est une surdité profonde, premier degré, c'est-à-dire qu'elle a une audition sans appareil qui se trouve entre 90 et 100 dB de perte. Un petit peu. Ouais. C'est du grave, la musique. Alors voilà ce qu'elle entend, elle. Eh oui. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le cas de Sophie. On sait que c'est une surdité de naissance, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la gestation, nous ne savons pas. Avec Sophie. À mon tour. Violaine. Donne-moi la main. On nous avait conseillé d'aller à la campagne, d'avoir des animaux, d'avoir, si possible, un espace pour que Sophie puisse apprendre petit à petit toutes ces choses de la vie que les autres n'ont pas besoin d'apprendre, rien qu'en passant par les oreilles. Eux, il n'y a pas besoin de ça. Nous, il nous fallait le visuel. Je n'avais pas la notion d'être sourde. De toute façon, j'étais sourde de naissance. Pour moi, je me trouvais normale. Il n'y avait pas de changement dans ma vie. J'étais heureuse avec ma famille, avec qui j'avais des relations tout à fait normales. Et je me sentais en totale égalité avec les gens de ma famille. Je ne voyais pas de différence. T'as vu, papa, les vaches? Je vais voler un petit peu. Les belles vaches. Moi, je fais peur aux vaches. Elle a observé les doigts sur le clavier, elle a vu le mouvement de l'accordéon, et puis elle s'est approchée, curieuse, elle s'est approchée pour voir ce que c'est. Et elle a posé la main sur l'accordéon. Et elle a senti des vibrations de l'accordéon. À ce moment-là, elle a porté sa main à la gorge comme ceci. Et elle nous a fait signe qu'elle entendait. Alors, c'était très émouvant parce que je suis d'ailleurs très ému en le racontant. Tout le monde a pleuré. C'était la première fois que Sophie entendait quelque chose. La différence entre l'école maternelle et l'école primaire, c'est qu'à l'école maternelle, les enfants ne me voyaient pas comme une sourde. Ils n'avaient pas cette information. Ils étaient trop petits, donc ils n'avaient pas conscience de ma différence. Et j'avais des copains, on s'amusait ensemble, ça se passait bien. Mais à l'école primaire, là, les regards négatifs ont commencé. Les enfants ont pris conscience que j'étais différente, que j'étais sourde. Ils ne savaient pas trop si j'étais ou malade, ou comme un singe.
Et j'étais donc avec les autres enfants dans la cour. Et je me souviens que là, tout de suite, je me suis sentie différente. Les autres me regardaient bizarrement. Chose que je n'avais jamais vécue avant, puisque dans ma famille, le regard qu'on me portait était des regards tout à fait normaux. Et entre sourds et entendants, je ne voyais pas la différence. Et là, à l'école, le premier jour, c'est la première fois qu'on m'a regardé bizarrement. Et c'est vraiment le premier souvenir d'exclusion que j'ai. Coucou, papa. Allez, on arrête de mettre de l'eau maintenant. Et puis, c'était difficile l'apprentissage pour moi en classe. La lecture, l'écriture, le professeur faisait des efforts. Il acceptait quand même de s'adapter quelque peu à moi, mais pas toute la journée. Il n'y avait pas que moi à s'occuper. Moi, je m'ennuyais. Je passais beaucoup de temps à attendre, par exemple, pour la lecture à voix haute. Je me souviens très bien qu'on avait le livre de lecture. Les autres élèves levaient la main et lisaient, et moi, je ne savais jamais où ils en étaient dans le texte. Et en fait, c'était mon voisin ou ma voisine qui me montrait avec le doigt pour me dire où on en était dans la lecture. Parce que j'étais incapable de repérer la phrase qu'on était en train de lire. Qui est-ce qui était à côté de toi en classe? Quoi? En classe. Qui est-ce qui était à côté de toi? C'était pas, c'est Alicia souvent. Alicia, souvent. Ouais. Et elle t'aidait pour le travail? Oui, elle m'a expliqué de temps en temps. J'ai jamais vu vraiment venir un reculon à l'école, au contraire, elle avait l'air heureuse. Et d'ailleurs, même sur la photo de classe qu'on a ici, on pourrait voir qu'elle est très souriante. C'est très compliqué dans la mesure où, disons qu'on n'a pas les mêmes repères avec Sophie, du fait de son handicap, qu'avec les autres élèves. Et la grosse difficulté, c'est de prendre conscience qu'il faut rester bien en face d'elle. Par rapport à certains collègues qui l'ont eu peut-être en CP ou en CE1, moi j'ai eu de la chance qu'elle savait lire. Donc, en ce qui me concerne, je m'appuyais beaucoup sur l'écrit. Alors, elle était appareillée. On avait eu même une formation par rapport au Centre des sourds de Limoges, qui était venu nous voir et nous expliquer ce qu'elle entendait. Et c'est vrai que quand ils nous ont montré, fait entendre ce qu'elle entendait, c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment une espèce de grondement, quoi. Il n'y a pas de choses, disons, claires, quoi, et définies pour elle. Elle m'a expliqué que... Ça fait plaisir de l'avoir parlé comme elle parle maintenant. Même si quelqu'un qui n'est pas habitué à entendre parler un sourd, forcément il va se dire comment est-ce qu'elle parle. Mais moi je trouve qu'elle a beaucoup de mérite, parce que parler comme elle parle, c'était pas gagné au départ. D'âpre. Elle n'est pas atteinte. Il n'est pas atteinte. Désolée, il est d'âpre. C'est la pommade que pour le moustique. Je travaillais plus que les enfants entendants, simplement parce que, bon, l'emploi du temps était identique. Mais moi, j'avais les heures d'orthophonie en plus, quand même, donc ça... Je n'avais pas envie, je préférais aller jouer, et je n'avais pas trop le choix. Après, c'est devenu une habitude, mais quand les enfants allaient jouer, moi, ben, j'avais des heures d'orthophonie. Pas trop fatiguée, t'as passé une bonne journée? Donc aujourd'hui, j'ai préparé des choses pour travailler l'articulation, hein, notamment, voilà, le O, le U et le OU. Quand tu les dis, parfois ils sont un peu pareils, hein, donc on va essayer de les dire. Déjà, toi tu vas essayer de les dire et moi je vais écouter comment tu les dis. OU, là j'ai entendu un peu U, moi je veux OU. Ouais, bien grave. OU. Ouais, et là, U. On va essayer de les mettre dans les mots. To. Ok. Tu. Tout. Tu peux essayer, je vais montrer, tu essayes de les mettre dans une phrase. Ouais. L'histoire de loup de la forêt. D'accord. Ce matin, j'ai lu un magazine. La couleur mocha est rouge. J'ai trouvé un petit garçon qui est trop chou. C'est des expressions, donc c'est pas facile. Tu peux pas. Prendre ses jambes à son cou. Est-ce que tu vois ce que ça peut vouloir dire?
faut savoir que quand un enfant est sourd, il n'acquiert pas le langage, il l'apprend. Et c'est vraiment une grosse différence. C'est-à-dire qu'il va retenir le vocabulaire uniquement qu'il aura appris, travaillé. Peur. Oui, j'ai peur. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes jambes à mon cou. Partez au coin. Oui, super. Quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps dans ma cabane. Papa me l'avait construite et c'était mon refuge. J'étais une petite fille solitaire qui n'avait pas d'amis. Je jouais pendant des heures avec mes 50 poupées. J'ai toujours eu peur du noir, de l'obscurité totale. Je n'arrive pas à m'endormir sans la lumière dans le couloir. Quand je ferme les yeux, j'ai l'impression d'être en prison, parce qu'il me faut voir pour comprendre. Ce sont mes yeux qui donnent du sens aux choses. Ils sont mes fenêtres sur le monde. Ça va? T'as vu le chat? Oh oh! T'as vu ça? Et puis Pauline aussi! Voilà! On vient voir tout le monde. Ça va? T'as bien dormi? Ouais? Regarde! Il fait bon, mais tu mettras une petite veste pour t'habiller aujourd'hui. Voilà. Tu descends, Sophie? Coucou. Tu descends déjeuner? Tu descends déjeuner? D'accord. À tout à l'heure. Ouais, toi, non. Passe sur la fenêtre. Voilà. Allez, à tout à l'heure, ma chérie. Étant petite, elle n'a jamais eu trop de copines, Sophie. C'est pas leur faute, hein, je ne veux pas dire, mais c'est vrai que quand on est enfant, on n'a pas envie de s'embarrasser d'une petite fille qui comprend rien. Parce qu'elle sentait qu'on forçait ces petites filles à venir jouer à la maison, à venir à des anniversaires. Elle en a, pour ainsi dire, pas une. Et il a fallu qu'elle arrive en 6e pour avoir vraiment une amie extraordinaire et qui s'appelait Sophie. Quand je suis rentrée, on se regardait tous avec les autres élèves. Et puis, on était tous à des places assises qu'on n'avait pas vraiment choisies. Et j'ai senti, je sais pas, je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qui a l'air sympa, elle a l'air douce, elle a l'air... Peut-être on pourrait avoir des échanges. Et puis, elle est venue me voir, elle m'a demandé comment je m'appelais, j'ai dit Sophie. Elle m'a dit, oh, c'est rigolo, je m'appelle Sophie également, on a le même prénom. On a commencé à rigoler tout de suite. Et puis, petit à petit, on a vraiment construit une relation d'amitié, d'échange. J'ai senti qu'elle était touchée par moi, qu'elle ne me laisserait pas tomber. Et moi, ce que je voulais, c'est que ce soit une relation qui perdure, bien évidemment. Et c'est une relation qui a évolué, et elle a toujours été là pour m'aider. C'est quelqu'un de formidable. Par exemple, pendant les cours, elle était toujours assise à côté de moi, c'était automatique. Et dès qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, elle m'expliquait, elle vérifiait, elle me réécrivait, on comparait les notes qu'on prenait. Les enfants sont connus pour pas être très tendres entre eux. Il y avait beaucoup de moqueries. Ça lui faisait énormément de mal. Moi aussi, du coup, je le subissais en parallèle. Et ça se passait pas très bien avec les autres. Au final, on n'avait pas tant d'amis que ça. On n'avait pas de vrais amis. Enfin, moi, à part Sophie, c'était vraiment ma grande amie. Et puis, les autres enfants restaient pas avec nous.
Oui, l'environnement du collège est affreux. Et à la récréation, parfois, quand mon amie était malade, j'étais toute seule. En fait, j'allais me cacher dans les toilettes pour rester toute seule. J'avais pas envie de me montrer aux autres, parce que j'avais pas envie de subir leurs critiques, leurs regards, de dire « Ah, eh ben, tu parles comme un singe, eh ben, t'es malade ». Voilà, c'était des choses extrêmement difficiles à vivre pour moi. Et du coup, j'étais très pressée de rentrer à la maison chaque jour, parce que c'était une souffrance pour moi d'être à l'école. Quand mon amie était là, ça se passait mieux, parce qu'on était tout le temps ensemble et je me sentais un petit peu protégée par sa présence. C'était plus vers 16-17 ans qu'elle a commencé à se révéler, à révéler sa personnalité. Elle était assez effacée jusqu'à 15-16 ans, parce que justement par manque de confiance en elle. Et c'est après, quand elle a commencé à prendre un peu son indépendance, où là vraiment elle s'est révélée. Au collège, oui, il y avait des garçons qui me plaisaient, c'était pas encore vraiment l'amour fou, bien évidemment. J'étais un petit peu renfermée encore, moi, mais j'osais pas en fait. J'osais pas, c'était impossible. Impossible pour moi d'aller vers les garçons. J'étais beaucoup trop timide, trop réservée, et puis les garçons me regardaient, enfin, comme j'étais sourde, ils n'avaient pas le même regard sur moi, c'était un peu différent, donc ça me rendait triste. À l'Institut de sourds et aveugles, où j'allais de temps en temps, où maman m'amenait de temps en temps, j'ai découvert d'abord que je n'étais pas la seule sourde au monde. Et là, j'ai commencé à voir des sourds qui utilisaient la langue des signes. Ça a été pour moi une révélation. Je me suis dit, c'est une autre langue, c'est la langue des sourds, ils n'ont pas honte de l'utiliser. Certains me montraient déjà quelques signes et du coup, voilà, ça m'a déjà rendue curieuse. J'ai eu envie d'apprendre. Et il y avait un professeur aussi qui pratiquait la langue des signes. Bon, même s'il avait des rythmes plutôt lents, je me suis dit, c'est super, ça m'a donné envie. Et puis, je savais que ma mère n'aimait pas la langue des signes. Je savais que mes parents n'étaient pas pour, donc je ne disais rien à la maison. Et au moment de ma communion, je suis allée voir ma mère. Et je lui ai dit, écoute, tu pourrais m'offrir un livre pour apprendre la langue des signes. Ça me ferait vraiment plaisir. Et ma mère n'a pas répondu tout de suite. Je pense qu'elle avait du mal à accepter cette idée. Et puis finalement, elle m'a quand même offert mon livre quelques temps après, et elle préférait que je parle, mais moi j'avais droit aussi de pratiquer la langue des signes, et de l'apprendre en tout cas. Mes souvenirs de lycée sont des souvenirs tristes. Je n'ai plus d'amis et je me sens perdue. Je rêvais d'être comédienne et je me retrouve en comptabilité. Est-ce qu'on peut rêver quand on est sourde ? Dans la culture sourde, on n'utilise pas le prénom, mais le nom signe, qui est donné par l'entourage, et reprend une caractéristique physique ou de caractère de la personne.
Moi, je suis très contente d'être bilingue. Pouvoir parler et utiliser la langue des signes, je trouve que c'est vraiment très bien. Par exemple, selon la situation, par exemple une situation familiale avec des personnes entendantes, eh bien, je vais m'exprimer en parlant. Et je vais bavarder autant que les autres et j'en suis très heureuse et très fière. Et puis, dans les rencontres de la vie quotidienne, bien évidemment, je parle, je peux parler, je le fais. Tu voudrais voir quelque chose? Oui, j'aimerais bien essayer quelques bisous. Oui. C'est comme la montre. Pour aller avec ta montre? Ben, je vais te les chercher si tu veux. Hein. C'est bon comme ça. Ah, tiens, soulève tes cheveux par contre si tu veux. Voilà, à te voir. Dans une situation professionnelle, le fait de parler est beaucoup plus fatigant parce que je suis concentrée, parce que je fais attention à la façon dont je parle, parce que j'ai peur que la personne ne me comprenne pas, j'ai peur de ne pas comprendre ce qu'elle me dit, je vais la faire répéter. Ça m'ennuie de la faire répéter parce que je n'ai pas envie non plus d'énerver les gens. Donc j'essaie d'être plus à l'écoute. Donc ce sont des situations qui me fatiguent davantage. Sur une émission télé ou une conférence en public, là je préfère utiliser la langue des signes parce que je vais pouvoir vraiment exprimer tout ce que je veux dire en utilisant aussi des registres de langue différents. Parce que la langue des signes a cette qualité qu'on peut utiliser. Je me sens plus à l'aise pour dire ce que j'ai envie de dire. La langue des signes, c'est celle que j'utilise avec tous mes amis sourds et qui est d'une grande richesse. Et la langue avec laquelle je peux avoir des échanges. Et c'est une langue, une vraie langue. Et voilà. Depuis le début de l'année, nous avons comme projet pour notre film de cette année de travailler sur les questions d'accessibilité aux handicapés. Alors aujourd'hui, nous recevons donc Sophie Vouzelot, qui va nous parler du problème du handicap de la surdité en particulier, et qui est venue avec son interprète Béatrice. Soyez prêts à la fois à poser vos questions et à filmer pour les élèves qui vont donc se trouver derrière la caméra. Quels endroits vous paraissent inaccessibles à cause de votre handicap? Alors, tu parles de l'accessibilité pour les sourds, on est bien d'accord? Oui. Eh ben, par exemple, le cinéma. Moi, j'ai envie d'aller voir des films comme tout le monde, mais je ne peux pas suivre les films puisque j'entends pas. Imagine si tu avais tes oreilles qui ne fonctionnaient pas, tu n'as pas de son, tu vois que les images. Voilà, donc c'est ça le problème, c'est que je vois que les images, je ne sais pas ce qu'ils se disent dans les dialogues, et pour voir un film et vraiment y avoir accès, j'ai besoin de sous-titrage. Voilà, pour comprendre comme vous. La syntaxe de la langue des signes n'a rien à voir avec la syntaxe du français oral. Peut-être on pourrait dire que ça s'apparente davantage à la langue allemande, où on met le verbe à la fin. En langue des signes, en fait, c'est une langue qui utilise l'espace, on utilise les 3 dimensions, et c'est un petit peu comme planter un théâtre de marionnettes. On pose le décor, on pose les personnages, et on les fait agir ou interagir. Donc l'action intervient également à la fin. D'où la difficulté pour les personnes sourdes de lire le français écrit, parce que ça n'est pas du tout la même construction grammaticale. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a quand même 80% d'illettrés chez les personnes sourdes en France, ce qui est absolument énorme. Ce taux d'illettrisme vient de la difficulté qu'on a à leur enseigner le français, puisqu'il faudrait leur enseigner le français comme si c'était une langue étrangère, ce qui n'est pas le cas à l'éducation nationale. Bonjour, je m'appelle Lucile, Lucille, j'ai 8 ans et demi, j'ai un chat, j'ai un chien, j'ai 2 cochons d'Inde. Bien. Sur le pont d'Avignon. Il est important de savoir que c'est une langue qui n'est pas internationale. C'est aussi souvent une fausse idée qu'on véhicule. Chaque pays a sa propre langue des signes. Mais par contre, la grammaire de toutes les langues des signes est unique. Ce qui permet aux personnes sourdes de pays étrangers de communiquer très très rapidement. Seul le vocabulaire varie en fonction des pays parce que le vocabulaire est lié à la culture et forcément la culture est différente d'un pays à l'autre. Les belles dames font comme ça. Et puis encore comme ça. Mais je crois savoir qu'en langue des signes chinoise, on dit homme avec le pouce et femme avec le petit doigt. Voilà. En langue des signes française, on dit homme en symbolisant la moustache et on dit femme comme ceci pour illustrer le petit cordon de dentelle que les femmes portaient sur leur bonnet au siècle dernier. C'est grâce à mes parents qui se sont battus depuis ma naissance pour que je puisse surmonter mon handicap qu'aujourd'hui je peux vivre comme tout le monde. J'ai acquis indépendance et autonomie. Par exemple, je peux conduire et travailler.
Mon rêve s'est presque réalisé. Et si seulement les gens pouvaient oublier le handicap et voir seulement la personne devant eux. La surdité, c'est pour nous un problème de communication. Et il y a toujours des solutions possibles pour nous aider. J'étais chez mes parents sur le canapé, je feuilletais un magazine, maman arrive devant moi, m'appelle, et elle me dit « Sophie, pourquoi ne pas participer au concours ? Tu es jolie, plein de gens disent que tu es jolie. » Je l'ai regardée bizarrement en me disant « Qu'est-ce qu'elle délire là ? C'est pas possible, je ne veux pas, il en est hors de question. » Et elle me dit « Mais si, tu pourrais faire l'élection de Miss Limoges. C'est comme Miss France, mais c'est un peu au niveau dessous, c'est du local. Miss Limoges, tu pourrais... » J'ai dit « Non, 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 j'ai pas du tout envie. » Elle me dit « Si, viens voir, on va rencontrer le directeur du comité de Miss Limoges. » J'ai refusé catégoriquement, j'ai dit « Non, non, c'est absolument impossible. » Moi, toute mon enfance, j'avais rêvé de faire mannequin ou de faire Miss, mais j'avais jamais vu de fille sourde y participer, donc il y avait aussi cette notion de handicap. Et je me disais « C'est pas possible, je n'y arriverai pas. » C'est pas possible parce que je suis sourde, en plus j'avais pas trop confiance en moi à cette époque-là. Je me disais « Oh là là, je pourrais jamais m'exprimer, il n'y a pas d'interprète. » Ça va être compliqué, je vais me sentir perdue. Et maman m'a dit, mais attends, viens voir le directeur du comité, tu verras. Bon, j'y suis allée, mais uniquement pour faire plaisir à ma mère. Moi, je ne voulais pas du tout. Moi, j'y croyais pas du tout. C'est vrai que je la trouvais très jolie, tout le monde le disait, donc là-dessus, il n'y avait aucun problème. Par contre, je me disais, elle est sourde, elle n'a aucune chance, personne ne la voudra. Dans le jury, ils auront vite fait leur choix. Donc c'est vrai que quand j'ai été à la première élection, j'y étais vraiment en me disant qu'elle arriverait dans les dernières et qu'elle n'avait pas du tout sa chance. Alors j'avais une très jolie robe, une robe de rêve, une jolie coiffure, un joli maquillage. C'était génial et puis je me suis dit, après tout, je peux rêver. Donc j'ai fait le défilé, tout le monde me regardait, le public ne disait rien de particulier. Bon, finalement, c'était pas comme à l'école, j'avais pas de critique, pas de regard bizarre. Donc voilà, les gens me regardaient, mais comme ça. Et puis les autres candidates me regardaient. Je me suis dit, oulala, elles sont jalouses. Pourquoi elles sont jalouses ? Au moment de la finale, eh bien moi, j'y croyais vraiment pas. Je me disais, je suis sourde, je ne serai jamais élue. Et on m'appelle. On me dit, t'es première dauphine. Donc ça veut dire, tu as la 2e place. J'ai dit, quoi, la 2e place ? C'est pas possible, je crois pas. Et j'avais l'émotion, j'avais les larmes dans les yeux. Alors bon, comme je suis très timide, ils sont venus me mettre la couronne sur la tête. Et là, je me suis dit, mais finalement, je peux rêver. Et mon rêve peut se réaliser, voilà. Et finalement, il n'y a pas de souci. Ça a été un moment plein d'émotions, mais que j'ai vraiment aimé. Maman, bien sûr, avait entendu parler de Miss Limousin. Elle m'a sollicité. Moi, je me suis dit, c'est vraiment un niveau au-dessus, c'est du régional. Et si on est élu, c'est directement Miss France, le niveau national. Donc j'ai rigolé. Elle m'a demandé pourquoi. J'ai dit, non, ok, pourquoi pas participer ? Pour te faire plaisir, j'avais de toute façon dans l'idée de jamais être élue. C'était évident, c'était pas possible d'arriver à Miss France. Je me sentais pas capable d'arriver au niveau national. Je me sentais toute petite. Pour moi, en tant que sourde, c'était impossible. Sophie Vouzelot est l'heureuse élue. Cette jeune fille de 19 ans a réussi à séduire jury et public malgré son handicap de surdité.
Retour à Paris. Nous voilà de retour à Paris. Tant de chemins parcourus par la petite jeune fille qui s'enfermait dans les toilettes pour ne pas subir les moqueries des autres. Souvenir, souvenir. On voudrait vous marier, vous n'avez qu'à venir ici, il y a tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin d'acheter. Une robe de princesse. Oui, absolument. Oui, oui. Ah oui, voilà. C'est très joli. Quand vous voulez, hein. Et des robes de mariée, ça manque pas. Faut trouver le mari, c'est plus difficile que la robe. Moi, je me souviens très bien de ma première rencontre avec Sophie. C'était dans un hôtel tout près de la gare de Limoges. Là. Nous avions pris rendez-vous avec sa maman et elle m'expliquait qu'elle avait été élue Miss Limousin, qu'elle aurait bien aimé participer à l'élection de Miss France. C'était Miss France à l'époque. Et je lui ai dit, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Enfin, évidemment, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas très pour, si on peut dire. Donc je suis partie. Mais alors il faut savoir que chez les Miss, il y a un esprit de concurrence, de compétition, beaucoup de jalousie. Quelques-unes m'aidaient de temps en temps et d'autres se faisaient des amis. J'étais souvent très seule. Et alors ce qui m'a vraiment marqué, c'est que dans la chambre, on était 2 par 2 dans chacune des chambres. Et je demande à la Miss de ma chambre si elle veut bien me réveiller tous les matins parce que j'entends pas le réveil. Elle refuse. Elle me dit non, je veux pas. Rien à faire, tu te débrouilles, c'est ton problème. Et là, j'ai éclaté en sanglots et je me suis dit, angoissée, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'appelle qui? Elle est juste à côté, elle veut pas me réveiller, elle refuse. Donc, je suis allée voir la responsable et je lui ai expliqué le problème. Elle m'a dit non, ne t'inquiète pas, tu ne fermes pas ta porte à clé et je viendrai moi-même te réveiller chaque matin. De toute façon, l'ambiance de compétition, ça fait qu'elles sont vraiment en compétition. Alors, au-delà de là que je m'y mette, hein, si elles peuvent se marcher sur le pied ou écraser, faire un trou dans la robe, ça peut exister. Alors, évidemment, il y en a certaines quand même qui ont été sensibles à Sophie, quoi, qui l'ont entourée. Mais ce n'était pas forcément toutes les candidates. Hein. La 2e semaine, on est rentré en France. Nous étions à Poitiers, donc au Futuroscope pour les répétitions de chorégraphie. Donc ça, c'était tous les jours. C'était 11 heures par jour, quasiment de chorégraphie. Et c'était très dur pendant 2 semaines parce que là, j'avais pas d'interprète sur place. En plus, j'entends pas la musique, j'avais jamais dansé. Et le soir de l'élection, j'étais extrêmement émue. Ça n'était pas encore l'heure du direct. J'avais du temps, j'étais prête. Et je me disais, bon, je vais parler, mais je vais également signer. Je veux absolument faire les deux, c'est mon identité. Je veux me montrer telle que je suis. Et puis, je me balade un peu, je vais prendre l'air. Une femme s'approche de moi, je ne savais plus d'où je la connaissais. Est-ce que c'était quelqu'un du comité Miss France ou quelqu'un de TF1? Je ne savais plus. Et donc, cette femme me dit, Sophie, je suis vraiment désolée, mais tu ne vas pas pouvoir utiliser le micro pour parler parce que ta voix ne convient pas, elle ne va pas avec ton physique. J'ai dit, ah bon, ma voix ne convient pas? Elle n'est pas compréhensible? Moi, le jour de ma communion, j'avais parlé dans un micro en public et tout le monde m'avait comprise. Elle me dit, non, je suis vraiment désolée, mais on refuse et c'est catégorique. Alors, j'ai répondu quand même. Ma mère m'a élevée justement, m'a éduquée pour que je puisse parler et là, ça pose un problème. Bon, finalement, je me suis pliée à sa décision. Quand Sophie est entrée, la première chose qu'elle a réussi à signer en douce, sans que les caméras voient quoi que ce soit, je ne parlerai pas. Et là, toute la famille, on a dit c'est pas possible. Il l'empêche de parler. Et eux, ils ont dit non, tu ne parleras pas, tu auras une interprète. Et j'étais dans les 12. Je ne pouvais pas y croire en tant que sourde quand même. Bon, j'étais très intimidée et je savais qu'on allait me poser des questions. Un interprète était prévu, bien évidemment, qui s'approche d'ailleurs. Et il ne faut pas oublier que c'était une situation très angoissante. Donc l'interprète en face de moi et l'animateur me pose une première question. Il me demande comment se passe ma vie. Là, j'explique un petit peu mes études, les professeurs, l'enseignement que j'ai reçu, l'aide, les efforts de chacun. Et là, malentendu. L'interface en face de moi ne comprenait pas, donc je ralentis ma langue des signes et impossible. C'était une situation inouïe, jamais vue. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi? C'est un interprète, un interface? Sur le coup, j'étais très en colère quand j'ai vu que l'interface était paniquée. Et ma réaction, c'est que je me suis dit, mais les Français, mais tout le monde va prendre Sophie pour une idiote. Oui, moi.
Elle veut tout faire pour montrer que les sourds. Et quand le jury m'a posé une question, à nouveau, j'ai pas compris l'interface parce qu'elle signait vraiment très mal. Et je me suis dit, bon bah tant pis, je vais donner mon avis, je veux parler de mon combat pour l'accessibilité. Elle ne comprenait pas, donc j'ai répété le signe accessibilité, je l'ai répété 7 fois. Et au bout de 7 fois, elle ne comprenait toujours pas. Et là, j'ai pété les plombs, vraiment, je me suis mise en colère et j'ai demandé le micro. Et j'ai dit, est-ce que je peux parler? Et là, tant pis, je me suis dit, je suis timide, mais j'oublie. J'avais tellement besoin de dire des choses, je voulais en profiter pour dire des choses parce que c'était vraiment important pour moi. Et je me suis dit, de toute façon, ils m'ont dit que ma voix n'allait pas, mais je m'en fous, c'est pas grave, ils me verront tel que je suis. Et en fait, ils m'ont donné le micro. Vous voulez montrer que vous êtes comme tout le monde. Moi, je veux prouver qu'on a des capacités comme les autres. Et puis, je veux aider l'accessibilité pour la chaîne de télévision. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci. Cet incident lui a servi. Lui a servi et je pense qu'elle en a tiré parti et ça lui a évidemment ça a généré de la part des téléspectateurs une sorte d'élan naturel qu'il a porté vers elle. Hein. Oui, c'est bien. Non, ça s'est bien passé finalement. Et puis, eh ben, au fur et à mesure, donc 4e Dauphine, quand ils ont dit, ben, je dis c'est Sophie d'office, et puis ça n'a pas été Sophie. Et quand ils ont annoncé la 3e, je me suis dit, là, je suis sûre que c'est Sophie. Et c'était pas Sophie. Et là, par contre, quand elles s'est retrouvées toutes les deux, là, j'ai paniqué, oui. Oui. Je prie jamais, mais là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mamans. Je crois que les mamans disent, oh là, mon Dieu, vivement qu'elle soit Miss France, je veux que ce soit ma fille. Et moi, c'était, oh, mon Dieu, faites que ce soit pas elle. Voilà. Je pense que je dois être la seule à avoir fait le coup, là. Parce que je voulais pas que ma fille soit malheureuse et je savais qu'elle aurait été malheureuse parce que, pas maintenant, si c'était maintenant, parce que Sophie a de l'expérience, mais Sophie aurait été malheureuse de partir. J'étais très contente de la place de première dauphine que j'avais. Et je comprends maintenant que ce rêve, je l'ai gardé jusqu'au bout et c'est ce qui est important. C'est de garder ses rêves et de faire en sorte de les réaliser, quel que soit le handicap, la surdité ou autre. Je crois qu'il faut avoir des rêves et c'est ça que j'ai compris. Voilà. Du jour au lendemain, ma vie est devenue intéressante et on m'a demandé de la raconter dans un livre. En 2010, le livre a été traduit en coréen. 어떻게 오셨는지 먼저 좀 알려주실까요? 정말 대단한 것 같습니다. 우리 그러면 한 가지 부탁을 드리겠는데요. 오늘 경기 승리해서 LG 트윈스 파이팅 한번 외쳐줄 수 있는지 한번 부탁드리겠습니다. 이페디 LG 트윈스 파이팅. LG 트윈스 파이팅. 감사합니다. 네. Derrière mon nom avec le 21, c'est pas maintenant. Et puis dans la 4x4, hop, je la bloque pas, je fais. Voilà. Mon élection en décembre 2006 m'a fait passer du silence à la lumière. J'ai réalisé qu'on pouvait faire évoluer les choses, changer le regard des gens sur le handicap. Où est passée la petite fille solitaire de la cabane et ses rêves de cinéma? Je conserve mes rêves, mais aujourd'hui je me bats pour l'accessibilité des handicapés et leur droit à l'éducation, à la culture, à l'information et aux soins.
C'est mon objectif et c'est mon combat.